Besancenot, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Monsieur Besancenot, est-ce que vous êtes un Gaulois réfractaire au changement? Écoutez ce que dit le président Macron à Copenhague aujourd'hui. Ce qui est ici possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement. C'est dit avec de l'humour, mais ça vous choque? Quoi dire? Non, je découvre. S'il veut, voilà, on a même une potion magique, même s'il veut, on va lui prouver. Enfin, moi, je suis pas réfractaire au changement, quoi qu'il en soit. Voilà, ça dépend lequel. Et puis, lui, je pense que ça doit être le barde. Dans Astérix Obélix, je le verrais bien comme le barde à force. C'est-à-dire, à un moment donné, on va finir par le ligoter autour d'un poteau pour qu'il arrête un peu sa musique méprisante. Parce qu'en fait, c'est qu'une illustration. Mais ça, il l'a en lui, hein, de toute façon. Donc, c'est pas franchement une nouveauté. On se souvient des illettrés, on se souvient des feignants. C'est quoi, c'est un esprit de caste? On se souvient même qu'il avait dit, je me souviens que nous autres, opposants à la loi travail, par exemple, on pensait que le summum de la civilisation sociale, c'était 5 € d'appel. Enfin, tout autant de formules qui incarnent bien ce qu'il pense de nous. Et je pense que c'est quelque chose qui agace particulièrement en ce moment. Donc, il peut en faire des tonnes. Ça va agacer un petit peu plus encore. Sa rentrée politique. C'est peut-être notre meilleure potion magique finalement contre lui-même. Sa rentrée politique est ternie par la démission surprise de Nicolas Hulot. Bon vent à Nicolas Hulot, dites-vous, ou c'est un constat d'échec de la politique menée par le ministre de l'écologie? C'est une leçon de choses. Je crois que c'est vraiment une leçon de choses. C'est un petit événement politique quand même. Il faut prendre la mesure de ce que ça signifie d'abord pour la crise politique qui s'annonce. Vous savez, je crois que c'est Jacques Chirac qui disait que les emmerdes volent toujours par escadrille. Je crois que pour Macron, c'est vraiment le début des... Je vais prendre les citations là où je peux. C'est délicieux de vous entendre citer Jacques Chirac. Un peu dans des registres différents, mais je pense que c'est vraiment le début des emmerdes pour Macron. Oui, parce qu'entre les affaires qui s'accumulent, l'affaire Benalla, l'affaire Keller, l'affaire Nyssen en ce moment, on a eu Macron beaucoup plus prolixe au moment de la Coupe du Monde. On ne lui demandait pas grand-chose par ailleurs à l'exemple, à ce moment-là, la démission d'Hulot, la crise politique qui s'annonce, je pense que ça dit ça, puis ça dit surtout beaucoup de choses de la pratique du pouvoir, en effet, c'est-à-dire que... Et du pouvoir des lobbies dans du pouvoir des lobbies, mais même de la l'État. pratique du pouvoir en général. Je crois que dans le cadre des institutions actuelles qui sont verrouillées, où il y a des lobbies, c'est-à-dire il y a des tractations dans les couloirs, mais ça tout le monde le sait, mais il y a surtout un espèce de cadenas institutionnel qui fait qu'il n'y a pas de place pour la dissidence, mais ça c'est pas une grande nouveauté, je pense qu'il aurait pu le savoir, puis c'est la démonstration qu'on ne peut pas transformer, j'allais dire, une centrale nucléaire en éolienne simplement parce qu'on pense qu'on va rentrer de l'intérieur. Je pense que Nicolas Hulot aurait dû quand même savoir que du point de vue du programme écologique du gouvernement Macron, il suffisait de lire son programme, il n'y avait pas grand-chose ni du point de vue de la biodiversité, ni même du point de vue agricole. J'ai vu que la Confédération paysanne manifestait aujourd'hui, par exemple, contre l'accaparement des terres par des fonds d'investissement, sur la question du nucléaire, avec le report du délai de la fermeture de Fessenheim, par exemple. Enfin, je veux dire, des couleuvres, il en a quand même... Oui, mais il a été très naïf. Je sais pas. Alors moi, écoutez ça, par contre, je vais vous dire d'entrée de jeu, la complexité probable du personnage Nicolas Hulot, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette espèce de prévisibilité du système institutionnel et puis de ce que ça dit politiquement pour nous tous, au-delà de la France d'ailleurs. C'est de l'incompatibilité entre les politiques marchandes, de libéralisme, et une politique écologique. Parce qu'en dernière analyse, tant que l'organisation économique du monde sera soumise à la main invisible du marché, vous aurez un kit économique monté à l'envers. Parce que c'est le propre du système capitaliste. À l'envers, pourquoi? Parce que c'est un système qui, au-delà de tout le mal de ce que j'en pense, fabrique les richesses d'abord et se pose le problème de l'attribution des ressources simplement après coup, selon le logiciel de la loi de l'offre et de la demande. Et du coup, vous avez cette situation absurde en France, en Europe et dans le monde, où d'un côté, vous avez des marchandises qui ne trouvent pas d'acquéreurs, c'est-à-dire une crise de surproduction, donc le gaspillage, pendant que dans l'OTAN, au bas monde, dans le monde, vous avez 810 millions de personnes qui crèvent de faim du fait de la pénurie. Tout ça sur fond d'épuisement des ressources naturelles. Donc, il faudra remettre le kit économique à l'endroit. Je pense qu'il aurait pu savoir, le deviner, que dans ce gouvernement-là, il y avait peu de chances de le faire. Mais il y a une séquence politique nouvelle qui s'ouvre, qui est intéressante de ce que peut dire la rentrée d'un point de vue politique. C'est-à-dire que je crois que moi, la contestation sociale, la colère sociale est toujours présente, avec peut-être des rouages différents. Et que d'un côté... Macron pris en tenaille entre d'un côté des affaires et de l'autre côté une contestation sociale qu'on a intérêt nous à faire naître et politique, ça peut accélérer la situation politique au-delà même du calendrier électoral. Enfin moi c'est ce que je crois. Il y a la situation nationale, il y a la situation européenne. On est à quelques mois des élections européennes. Emmanuel Macron a endossé aujourd'hui le costume du chef de file des progressistes face aux nationalistes que sont Viktor Orban et Matteo Salvini. Il a raison. Dites-moi tout. D'incarner cela en disant voilà, je suis celui qui va s'opposer au discours de haine de Salvini et de Orban. Ils ont voulu voir en moi leur reposant principal, ils ont raison.
Oui, c'est les meilleurs ennemis du monde. Ça, c'est vieux comme. Donc, ça veut dire qu'il a accueilli l'Aquarius, par exemple, les réfugiés? Non, j'ai pas cru. Hein. Bon, donc, moi, je refuse cette espèce de fausse alternative qui nous a imposée. Mais là, pour le coup, soyons honnêtes, qui n'est pas distillée simplement par Macron, qui arrange une partie de l'extrême droite, voire une partie de la gauche, qui consiste à dire que l'alternative politique, et donc y compris au moment des européennes, ce serait soit le protectionnisme national, voire le nationalisme, soit le libre-échange et le libéralisme. Moi, je pense, pour tout vous dire, quand on sort un peu de nos frontières, précisément, et qu'on est internationaliste, en l'occurrence, protectionnisme, souverainisme national, comment dire, ne révèle pas dans l'équation les termes d'une alternative politique, mais plutôt les revers d'une même médaille, une médaille d'une politique capitaliste. Regardez Trump. Trump, il fait les deux. Hein. Il est pour le libre-échange, le mondialisme, la mondialisation économique, et puis de l'autre, le protectionnisme quand ça l'arrange. Moi, je suis pour me protéger des effets du capitalisme, et c'est pour ça que, et pas donc des autres peuples, et c'est pour ça que, humblement, dans notre camp à nous, je pense qu'il y a un espace politique qui existe malgré tout en France, qui est un camp internationaliste et anticapitaliste, les deux à la fois, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un projet de rupture avec l'Union européenne, mais en même temps de rejet de toute forme de nationalisme, et je pense qu'il faudrait rassembler tous ceux et toutes celles qui sont dans ce camp-là, parce qu'ils existent, on l'a vu dans les mobilisations sociale, il y en a aussi dans les organisations de la gauche radicale. Pour la rentrée et le combat social que vous espérez de vos vœux. J'espère être pas. Quel rôle? Parce que vous êtes peu nombreux, toujours internationalistes, je l'ai noté. Toujours, oui, ça ne m'a pas quitté. Et toujours anticapitaliste, vous l'avez noté. Oui. Mais humblement, j'espère que je ne serai pas le seul. Et je pense que... Écoutez, moi, j'ai l'humilité de ce qu'on fait, mais j'ai la détermination de mes convictions. Donc, en tous les cas, moi, je suis hyper déterminé à cette rentrée pour qu'il y ait la bonne réponse aux attaques en cours. Quand on a des attaques de choc, comme il y en a actuellement, assurance maladie, on voit les pensions désindexées sur les retraites. Moi, je peux vous dire que là où je travaille dans mon bureau de poste, les retraités, ils sont particulièrement en colère. Aujourd'hui, ils ont raison. On va voir la bombe à retardement de ce que signifie Parcoursup dans les universités. Il y a tout ce qui est annoncé du point de vue de la réforme des retraites. Bref, cette espèce de volonté de prendre tout le monde en même temps, je pense que ça, c'est une offensive de choc. Ça appelle à une rentrée de toutes les colères et de l'union toutes de les la gauche est possible. De qui vous sentez-vous le plus proche? Entre Mélenchon, Benoît Hamon et j'en oublie. Mais moi, je suis pas dans Avec qui vous pouvez faire un bout de chemin? Bah, si je peux essayer de répondre juste. Oui, il n'y a pas de souci. Nous, vous savez, on a pris nos responsabilités avec un certain succès, en tous les cas, dans l'unité d'action, qui a été celle au moment de la mobilisation des retraites. On avait appelé tout le monde à se retrouver. Ce que je regrette, parce que j'ai conscience des rapports de force, c'est que dans cette mobilisation sociale, dans notre camp à nous, il y avait une attente d'unité, une attente de rassemblement. Et si c'est pour qu'au moment des élections, ça se traduise que par de la balkanisation à gauche, voire une espèce de standardisation où en fait Mélenchon va nous faire du Mélenchon, Hamon va nous faire du Mélenchon, Hamon va nous faire du Hamon, le PC va nous faire du PC, les Verts, etc. Je ne sais même plus combien de listes qui s'annoncent à gauche. Je dis ça, c'est la mauvaise piste. Voilà. C'est pour parler des européennes. Si on est déjà dans le jeu, je dégaine le premier, j'aligne un maximum de listes, j'ai mes têtes de liste, j'ai mes candidats, on va se planter. Moi, je pense qu'il faut discuter contenu, programme. Et il y a des discussions, en effet. Peut-être que moi je vais à contre-courant, moi et ma camarade du NPA, mais en même temps, nous on sort de notre université d'été, là c'est tout petit peut-être, mais on a 150 participants de plus que l'année dernière, parce qu'il y a aussi des jeunes qui se mobilisent, qui se politisent, et qui ont envie par exemple que la gauche radicale assume des discussions de fond. Moi j'ai une trouille terrible de ce qui se passe en Europe. Ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe en Allemagne, ce qu'on a vu en Allemagne là récemment, ces manifestations d'extrême droite, moi ça me fait froid dans le dos. J'ai une tradition de militant antifasciste, antiraciste, je l'ai toujours été. Ce qui se passe en Italie est très grave. C'est du fait de la politique du ministre de l'Intérieur contre les migrants que visiblement la Ligue du Nord, qui est une organisation néofasciste, parce que c'est ça, la Ligue du Nord. C'est les peuples qui votent pour eux, c'est ça où est le problème? Oui, mais c'est que c'est les peuples qui votent. Oui, mais excusez-moi, mais vous savez, pardon, mais c'est pas un argument, comment dire. C'est un argument démocratique. Oui, mais c'est pas un argument qui fait, qui tranche tous les débats sur l'histoire. J'espère que vous en avez bien conscience, parce que dans l'histoire, pardon de le dire, même si on est dans un autre contexte. D'accord. Non, il n'y a pas d'accord. Hitler, il a été élu. Oui. Bon, donc c'est pas un argument qui vaut office de loi pour tout le monde. Moi, je suis pas d'accord avec ça. J'ai conscience parce qu'autour de moi, je vois en effet que quand la colère, elle macère, qu'elle n'a pas de correspondant en termes d'espérance politique à gauche, elle peut... Oui, elle peut, comment dire, baigner dans la peur, et la peur est souvent mauvaise conseillère, et ça vote pour l'extrême droite. Alors, Clément Viktorovitch. Toutes les conclusions. Non, mais excusez-moi, mais moi, les peuples sont pas homogènes, d'accord? Moi, je mène ma responsabilité, c'est de dire à la gauche radicale que quand on voit ça, il y a le feu au lac. Donc, par exemple, sur des questions politiques de fond, dans la gauche radicale, on ne tergiverse pas. Il y a une organisation de la gauche radicale en Allemagne, on va l'appeler comme ça, une députée, Wagenknecht de l'extrême gauche, oui, qui dit stop à la migration. Elle ne parle pas en mon nom. Ben non, elle parle pas en mon nom. J'ai vu votre réaction, je l'ai vue. Mais elle est d'extrême gauche, comme vous. Mais écoutez, bon, là vous faites un scoop à ceux qui nous regardent. Mes convictions, on les connaît. On peut peut-être discuter du fond à un moment donné. À ceux qui sont dans mon camp,
à ceux qui se réfèrent encore aux idées humanitaires de gauche, il est bon de rappeler que ce dont on parle du point de vue des réfugiés, c'est même pas 0,02% de la population de l'Union européenne. Et moi, quand j'entends des imbécilités politiques, voire médiatiques, qui consistent à dire que, par exemple, l'Union européenne accueille tous les migrants du monde, il faut rappeler juste quelques vérités toutes simples. La Turquie, le Pakistan, le Liban, à eux seuls, ces 3 pays, chacun d'entre eux accueille plus que tous les pays de l'Union européenne réunis. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est la politique du bouc émissaire. Et en effet, c'est un débat qui s'installe dans la gauche radicale. J'ai répondu par tweet à Jean-Luc Mélenchon, qui a fait une curieuse adéquation entre l'immigration et la pression sur les salaires. Ça, c'est pas dans notre logiciel jusqu'à présent. Il a commis une erreur. Moi, en tous les cas, je lui ai répondu. Allez-y. Si vous en réjouissez, vous comprenez que moi, je m'en réjouissais pas forcément. Pourquoi c'est une erreur ? Les faits, c'est qu'en réalité, ce qui fait pression sur les salaires, on le sait depuis Marx, Monsieur Dacier, c'est simplement la plus-value que les capitalistes extirpent aux salariés, qu'ils soient français ou immigrés. Et je vais même vous dire, c'est vrai en France, en Europe et dans le monde. Ça, c'est des conceptions anticapitalistes, internationalistes. Donc, je pense qu'on a besoin d'entendre des voix. Ce débat, si certains veulent l'avoir dans la gauche radicale en France, il faut le dire. Mais on a besoin de clarté. Donc, plutôt que les petites combines électorales et savoir qui va être avec qui, ce qui m'intéresse, c'est discuter contenu, programme, sur des questions précises. Il y en a d'autres, j'en ai pris qu'un exemple. Vous nous proposez, proposez une rentrée sociale qui promet d'être musclée. Mais en même temps, quand on regarde les réformes qui sont passées en un an et auxquelles vous avez essayé de vous opposer, la réforme du droit du travail, la réforme de la SNCF, le CICE transformé en baisse de charges, l'impôt sur la fortune transformé en impôt sur la fortune immobilière, la CSG, maintenant la désindexation des retraites et de plusieurs prestations sociales. Au fond, quand bien même la rentrée sociale serait réussie comme vous nous le promettez, est-ce que le combat, vous ne l'avez pas déjà perdu ? Alors d'abord, je ne promets rien, surtout pas ça. Je suis trop bien placé pour savoir qu'il n'y a rien qui s'annonce, mais c'est vrai dans tous les camps. C'est-à-dire tous ceux qui vous disent que la messe est dite, dans un sens comme dans l'autre, il ne faudra jamais les écouter. Sauf que moi, je crois à la possibilité des bifurcations en histoire et des accélérations politiques et sociales, et on devrait, quel que soit notre camp, être vacciné contre ça. Donc M. Macron a péroré, il a dit « je suis fort », le calendrier nickel, les cheminots pour la grève, je les ai eus. En gros, c'était ça son discours. Parcoursup, c'est passé. Il y a le mondial, tout va bien aller. Et puis, résultat des courses, c'est que M. Macron est un peu plus en difficulté que prévu à la rentrée et que même les cheminots sont toujours debout, malgré tout. Le sens de ma question, c'est les principales réformes d'Emmanuel Macron auxquelles vous voulez vous opposer. Au fond, est-ce qu'elles ne sont pas déjà passées ? Est-ce que le principal n'est pas déjà passé ? C'est pas ce qu'il dit. Après, c'est pas moi qu'il faut écouter, c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'ils disent. Dans leur camp, ils annoncent que, vous allez voir, on va faire l'assurance chômage, on va s'attaquer à la santé, on va s'attaquer à la réforme des retraites. Tout ça, c'est eux qui le disent. S'attaquer, c'est essayer de l'améliorer. Non, mais ça, c'est mon point de vue. Écoutez, j'ai bien compris, et tous ceux qui nous regardent ont compris qu'on ne serait pas d'accord là-dessus, mais c'était pas... En fait, la finalité de mon propos, elle ne portait pas là-dessus. C'est que eux font des annonces. C'est eux qui veulent faire cette démonstration politique. Sur Parcoursup. Donc le plus gros est toujours devant nous, d'après ce qu'ils disent. Après, ils peuvent s'aplatir et décider de dire que leurs promesses ne seront pas tenues. Ça en dira aussi peut-être du fond du rapport de force. Parce que pour casser la tête au mouvement social comme ils veulent le faire, il faut les épaules pour le faire. Et même les cheminots, je le disais, aujourd'hui, qui luttent par exemple contre la répression syndicale, mènent une multitude de mobilisations locales. Et puis, dans les universités, on verra ce qu'on verra. Parce que je vous dis, c'est une petite bombe à retardement. Alors cette justement, histoire. Il y a quand même des dizaines de milliers. Oui. On a environ 15 000 encore jeunes. Selon les chiffres, 60 000 selon nous, y compris par des experts dans le monde. Qui n'ont pas d'affectation. Encore une fois, comment est-ce que vous jugez cette situation ? Qu'est-ce que vous dites au ministère de l'Éducation ? Il y a deux éléments qui s'additionnent, c'est-à-dire au-delà des chiffres, entre les 15 ou les 65 000 qui ne sont pas pris en compte par les plateformes, quelles que soient les estimations. Il y en aurait 40 000 qui seraient inactifs, enfin qui auraient. Et puis tous ceux qui ont été affectés de façon aberrante dans des affectations finalement qu'ils ont préféré prendre parce qu'il n'y avait finalement pas le choix, mais qui vont se retrouver sur des campus universitaires, dans des filières et des universités qui n'étaient pas les leurs. Je vous laisse deviner ce que ça peut susciter. Ce que ça peut susciter, y compris à retardement, dans les lycées, dans les mobilisations. Tout ça pour vous dire que là, je vous promets rien. Je vous dis simplement que cette situation, elle est beaucoup plus fragile que ce qu'on veut bien croire. Et qu'à un moment donné, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous savez, dans la contestation sociale, c'est... Personne ne la décrète, pas même les révolutionnaires, ça s'est jamais passé comme ça. Simplement, à un moment donné, ça peut se cristalliser. Et il y a un effet cumulatif, oui, entre ce que vous avez d'ailleurs parfaitement décrit. C'est-à-dire que d'un côté, la réforme de l'ISF, les 5 milliards qu'on va gratter, on va détaxer les lingots d'or, et puis de l'autre côté, la désindexation des pensions des retraités. Enfin, on augmente, avec un grand discours magnifique en termes de communication, on va sans rire s'adresser aux retraités en leur disant « Mais non, on augmente vos pensions ». De 0,3%, sauf que quand on le ramène à l'inflation, en réalité, ça fait moins 1,4%. Sur Parcoursup, c'est vrai que c'est une situation inacceptable et que c'est un gros bug.
Enfin, le tirage au sort dans les années qui passaient, on vous a jamais entendu protester contre ça. C'était pas un moyen non plus très équitable, franchement. Mais peut-être que vous ne m'écoutiez pas les années précédentes. Peut-être que je n'avais pas votre écoute. Peut-être que je m'en portais pas plus mal. J'en sais rien. Mais en tous les cas, on a critiqué tous les systèmes qui, d'une manière ou d'une autre, participaient à la sélection. Et pour ma part, je suis attaché à l'exact opposé de ce que fait le gouvernement en matière d'éducation, c'est-à-dire un service public de l'éducation unifié. Dédoublement des classes dans le primaire, j'imagine que vous êtes pour. Mais avec quel moyen? C'est qui? 190 000 élèves annoncés Jean-Michel Blanquer. Écoutez, c'est pas Majax, c'est pas Kamel le magicien. Il est à budget constant. Il annonce des mesures qu'il ne pourra pas tenir. Et tout le monde le sait. N'importe qui a des enfants, justement, scolarisés dans les REP, le sait. Il y a des problèmes d'établissement. Non, mais on va parler concret. Vous voulez parler concret, on va parler concret. C'est la fin de l'émission. Il y a des annonces, il y a ne serait-ce que des problèmes de place et d'établissement à Marseille. Alors qu'ils reviennent nous expliquer qu'il le fait. Tout ça, c'est du trompe-l'œil. Mais à la limite, qu'ils le fassent, qu'ils le disent, parce que à force de le dire, on voit la réalité, ça agace tout le monde et ça participera peut-être à ce qu'il y ait cette opposition sociale et politique au gouvernement Macron. Olivier Besancenot, porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, merci d'avoir suivi Punchline. Tout de suite, c'est 20h Foot. Pascal Pro, bonne soirée.